Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur On ne vous demande pas d'y croire. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Merci, on vous écoute, la nouvelle émission. Et évidemment, avec moi, j'ai toujours mes deux compères. Cyril, Bonsoir. réalisateur, Bonsoir. et ça, maintenant vous le connaissez bien, Ouais, un homme des médias. Hein. Et Laurent Jacques, auteur, c'est un peu la caution scientifique de cette émission, ancien chercheur au c'est celui qui a le CNRS. plus de savoir, hein, en tout cas, de nous trois. Exactement. Avant. En tout cas, voilà, je vais vous rappeler un petit peu le principe de l'émission. Nous avons une médium en face de nous. Je vais la présenter tout à l'heure. Attendez un petit peu. Elle est concentrée. Elle essaye de canaliser un petit peu ce qui va arriver, des défunts. J'espère que ce sera les défunts, justement, qui sont dans ce petit bocal qui est juste devant elle, avec plein de noms de gens plus ou moins connus. Ça peut être des scientifiques, des artistes, des sportifs, voilà, et je ne sais. Voilà. On a choisi un peu. Des chefs de guerre. Et chefs de guerre, voilà. Voilà, Il y a énormément de noms. le public aussi a participé largement au C'est choix vrai, des. Hein, c'est vrai, il faut- c'est vrai, il c'est faut vrai. le signaler, tout le monde nous a dit ce serait bien que vous mettiez ça. Et, ouais, et on les a mis. Et on les a mis. Ils sont là-dedans. Ah, Oui, excusez-moi, bien j'ai sûr. vu une petite présentation parce qu'à chaque fois on nous le dit, mais vous avez pas mis un tel. Il y a plein de noms, il y a plus de 200 noms et généralement ceux qu'on nous propose, on les met. Oui, oui, c'est ça. Et après Donc, c'est le hasard. donc vous pouvez évidemment nous proposer des noms encore, hein, sous la vidéo, dans la description, tac tac, il y a le petit commentaire à mettre. Et vous pouvez nous proposer des noms et puis on va remplir petit à petit ce petit bocal. Tu crois encore au hasard, toi. Non, non. Je J'attendais que quelqu'un dise quelque chose, mais personne n'a rien dit. Alors aujourd'hui, nous accueillons Amanda. Amanda, Bonsoir. bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette expérience. Merci à vous pour votre invitation. C'est Amanda. Alors Amanda, déjà, présente-toi un petit peu. Qui es-tu, Amanda? Alors, je suis Amanda, multifonction et multitâche. J'ai été artiste, j'ai été dans l'événementiel et puis tout à coup, un jour, ma vie a changé. Je suis devenue médium et magnétiseuse. Et j'en suis qu'au début de ma carrière. Ok, ben j'espère que ça va peut-être, si tout se passe bien, évidemment, amener un petit coup de pouce à ta carrière. Oui, avec plaisir. Eh bien, on va commencer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ah, on est tous prêts. Alors, on fait une petite protection. On va essayer de, voilà, on va imaginer donc une bulle de protection pour que autour de nous viennent les défunts, mais des défunts sympas et dans la lumière, bien sûr, et bienveillants. Voilà, je pense qu'ils nous ont entendus. Et comme d'habitude, je pense que les personnes qui viendront à nous seront des personnes bienveillantes. Et j'espère qu'on aura plein d'informations. Et nous, évidemment, nous sommes chargés de questionner ces défunts. Exactement. Amanda, on commence? Allez. Allez. Vas-y. Alors là, on commence fort. On commence fort avec Jésus-Christ. Oh, purée. Alors bien sûr, c'est pas du tout un hasard, hein. Moi, je le ressens pas du tout comme un hasard. Pour répondre à ta question première, parce que j'ai déjà une forte connexion avec cette énergie-là. Alors moi, je parle plus d'énergie que d'entité ou de personne, hein. Pour moi, c'est plus une énergie. Une énergie très, 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 très lumineuse, bien entendu. Très puissante et puis surtout très présente aujourd'hui dans cette période vraiment particulière que nous vivons. Je ressens vraiment une énergie très forte, vraiment qui nous englobe là de manière très large, ici, mais même au niveau de la Terre. Une énergie extrêmement bienveillante, extrêmement protectrice, extrêmement d'un amour voilà, indescriptible. Enfin, c'est pour ça que c'est si dur, hein, pour moi de parler. C'est vraiment très difficile à mettre des mots dessus. C'est très, très...
lumineux, bienveillant, plein d'amour. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment une raison très forte à ce qu'on commence avec ce personnage. C'est plutôt un bon présage. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Qui veut commencer? Je- Ma première question que je voudrais poser à Jésus-Christ par ton intermédiaire, c'est est-ce qu'il y a un message qui a été amené jusqu'à nous qui devrait faire écho à la période qu'on vit actuellement? Absolument. Cette énergie christique, en fait, elle est vraiment tout autour de la Terre en ce moment. Elle doit se répandre dans le cœur des hommes. Alors, c'est pas encore le cas parce qu'il y a beaucoup de tumulte. On n'est pas forcément prêt à accueillir ce genre d'énergie, mais en fait, cette énergie christique d'amour très fort, très puissant, est en train de se répandre sur la Terre. Alors, ça va passer par beaucoup de chamboulements, parce que justement, il faut nettoyer tout ce qui n'est pas dans l'amour. Donc, c'est quand même des périodes assez difficiles à venir, c'est comme ça que je vois. Vraiment des énergies très sombres et très guerrières, dans la dualité. Mais cette énergie est là quand même pour nous apaiser, nous porter et surtout s'éveiller en le cœur de chaque homme. Comment on pourrait faire pour s'y connecter, s'il y a un moyen de s'y connecter? Enfin, oui, il y a moyen de s'y connecter, mais comment faire si... Alors, l'énergie, de toute façon, elle est vraiment englobante sur toute la planète et sur tous les hommes. Elle est présente en chacun, mais en fait, il faut la réveiller. Et pour la réveiller, il faut vraiment nettoyer. Voilà, moi, là, on me parle de nettoyage, beaucoup de choses à nettoyer. Individuellement? Oh, oui, et collectivement. Et surtout individuellement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça passe vraiment par l'éveil dans le cœur de chacun. Hein. Sinon, si on attend que ça se fasse de l'extérieur, voilà, ça ne viendra pas. Ça fait longtemps que l'univers, au-delà de l'univers, ne nous a pas envoyé de prophètes ou de gens qui viennent annoncer les choses. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il serait pas temps, justement, de nous envoyer quelqu'un pour moderniser un petit peu la parole et pour nous aider? Bah ça rejoint le message que j'ai reçu là au tout début. C'est que vraiment maintenant c'est individuel. On n'est plus dans l'ère du prophète à qui on remet notre pouvoir. C'est à nous d'aller le chercher en nous et de se transformer nous-mêmes et de faire le nettoyage en nous pour expanser cette énergie qui vit déjà en chacun de nous. C'est vraiment une énergie du cœur. Je vois vraiment des cœurs qui s'ouvrent, des énergies qui se répandent comme ça, mais qui partent du centre de chacun en fait. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose qu'on ne connaît pas sur lui? Je peux te dire. Ah, vas-y. Hein. Alors, que c'est un homme comme nous tous, un homme prophète, mais un homme de chair qui a vécu une vie humaine, que son message, enfin que sa divination est venu après. Il ne se revendique pas comme un dieu. Il est un dieu comme on l'est tous en fait. Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur Marie-Madeleine? Mm-hmm. Alors Marie-Madeleine, c'est le penchant féminin du couple sacré. Hein. Forcément, ce sont deux humains avant tout. Hein. Vraiment, c'est ça que je reçois comme message, c'est que ce sont deux personnes vraiment humaines qui ont vécu à une époque et qui sont de vrais personnages qui ont réellement été incarnés sur Terre. Marie-Madeleine, pareil, hein, j'espère croire ces personnes, mais je la vois comme sa femme.
Et plus que sa femme, c'est vraiment un couple sacré, une osmose entre le féminin et le masculin. Et c'est ces énergies-là aujourd'hui qui sont à réveiller justement à l'intérieur de nous, à équilibrer cette fameuse dualité sur la Terre, enfin cette fameuse dualité que j'avais comme message au début. Elle vient beaucoup du déséquilibre féminin et masculin. Et en faisant cet équilibre en nous, entre notre féminin et notre masculin, nous atteignons le fameux cœur christique et la fameuse énergie parfaite. Parce que le féminin, c'est l'intuition, tout ce qui nous vient de l'univers et du ciel, enfin du céleste. Et puis le masculin, c'est comment on le retransmet dans la matière. Aujourd'hui, le masculin étant plus prédominant, forcément, on n'est pas connecté à son intuition et à tout ce que l'univers nous envoie. On est vraiment dans trop de matière, on est trop dans le faire et pas assez dans le être. Donc il faut équilibrer ces énergies en nous pour qu'on reçoive vraiment l'amour divin et qu'on le retransmette dans tous nos gestes sur la terre, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions et dans notre vibration. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, depuis quelque temps, c'est pas cette lutte de résistance de cette énergie masculine qui est en train de prendre des coups? Là, on sort d'une pandémie pour retomber sur une guerre, puis après, je ne sais pas ce qu'on aura, mais c'est comme s'il y avait un soubresaut de masculinité. Ah ben c'est ça, c'est vraiment la dualité et le masculin qui domine. Donc forcément, le masculin, quand il n'est pas connecté à sa part féminine, à sa part divine, il est dans la possession, il est dans l'égocentrisme. Est-ce qu'il n'est pas en train de mourir? C'est ma question. C'est dans l'épuration, voilà. Mourir, non, il ne doit pas mourir, oui, non, mais il doit être équilibré. Il y a vraiment une notion d'équilibre interne et puis à matérialiser sur la Terre. Est-ce que avec Marie et Madeleine, ils ont eu une descendance? Alors, moi, on ne me parle pas de descendance forcément incarnée. Par contre, il y a de nombreuses âmes ici sur Terre qui sont issues de Marie-Madeleine et Jésus, mais en tant qu'âme. Ce n'est pas forcément une descendance dans la matière, ça, j'ai pas vraiment l'information à ce niveau-là. Mais en fait, il y a de nombreuses personnes en fait, les âmes aussi ont des descendances. Et la descendance de Jésus et Marie-Madeleine est très répandue sur Terre. Il y en a beaucoup. Voilà ce que j'ai comme information. Laurent Jacques, une question? Non. Tu veux pas froisser Jésus-Christ? T'as envie de poser une question, je le sais. Qu'est-ce que le Christ pense de la manière dont les religions ont utilisé sa parole? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire là-dessus? Ça rejoint cette histoire d'être un homme comme nous tous. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Je ressens qu'il ne s'est jamais revendiqué comme un dieu. C'est venu plus tard. Ce n'était pas sa revendication. Il ne s'est jamais considéré différent de qui que ce soit sur Terre et de nous. Et le grand message, c'est que nous sommes tous christiques. On peut tous développer cette énergie christique. Nous sommes tous fils de Dieu. Tout à fait. Comme lui, en fait. Oui. C'était ça son message. Oui. Et qu'aujourd'hui, justement, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui revient, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus temps, justement, de diviniser certaines personnes. Il faut vraiment le chercher en nous, quoi. Et donc, cette histoire de péché originel, parce qu'on nous inculque, dès notre naissance, qu'on serait redevable, qu'on serait fautif, qu'on serait dans l'erreur, dans la faute, et qu'on a déjà ça à se faire pardonner
Est-ce que c'est un discours politique ou c'est une réalité? Alors, c'est pas du tout une réalité. Après, politique, enfin, j'ai pas vraiment d'informations sur ça. Pourquoi c'est utilisé? Bah, toujours, oui, au profit de certains. Ça arrange ceux qui dirigent, certainement, que ce soit le clergé ou peut-être aujourd'hui le monde politique. Mais justement, la part le fameux équilibre féminin-masculin, il est aussi dans cette acceptation de cette divinité. La force créatrice de l'univers, c'est un tout. C'est une énergie qui est à la fois féminine et masculine, qui est un tout. Quand on vient sur la Terre, elle se scinde en deux, parce qu'on s'incarne avec une certaine polarité prédominante, mais à nous de rééquilibrer les deux, et surtout à nous de réellement comprendre que non, il n'y a aucun péché originel, si ce n'est de simplement s'être scindé en deux, de s'être incarné dans la matière, mais au contraire, il faut récupérer ce pouvoir divin et être en gratitude et en amour de ces deux parts, féminines et masculines. Une question là, par curiosité, est-ce qu'il s'est vraiment, après sa mort, est-ce qu'il s'est vraiment réincarné après pour parler aux apôtres, réincarné dans la matière? Ou c'est une légende? Alors, tout est complètement symbolique et codé. C'est-à-dire que sa vie a été réelle, des événements se sont réellement passés, mais probablement pas de manière consciente, mais les personnes qui ont relaté cette histoire, en fait, y ont inclus des symboles. Alors c'est pas forcément voulu, c'est pas forcément voilà, c'est plus, ça vient de l'univers, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé a une véritable symbolique à comprendre. Si on retrace, alors là voilà, ce que j'ai, c'est que si on retrace toute sa vie, même le chemin de croix, si on retrace toutes ces étapes, elles ont un symbolisme fort. Est-ce qu'elles se sont réellement passées ou pas? C'est pas réellement important, parce que ce qu'il faut en garder, c'est le symbole et ce que ça réveille chez nous, en rapport à notre propre vécu. Parce que chacun de nous peut se rattacher à tous les épisodes. En fait, c'est l'évolution d'un homme qui se révèle. La mort et la résurrection, c'est l'homme et l'ego qui renaît divin. Et ça, chacun peut le vivre, en fait. Et donc, tout ça est plus symbolique. Voilà, c'est peut-être aussi historique, ça s'est peut-être réellement déroulé, mais en fait, c'est fait pour que nous, on y trouve les symboles. Et est-ce qu'il est mort sur la croix? Alors, la croix, c'est symbolique aussi. Hein. C'est complètement symbolique. Pareil, peut-être que ça s'est déroulé. C'est difficile de... J'ai l'impression que... Il veut pas répondre? Bah, c'est-à-dire que moi, je ressens que c'est pas important. Voilà, je ressens que c'est pas important. Ce qui s'est passé au niveau historique a peu d'importance parce qu'en fait, c'est les symboles qui sont importants. La croix, c'est comment un dieu, donc quelqu'un qui est pleinement aligné, pleinement ancré sur terre, vraiment connecté entre le ciel et la terre, on le coupe de ça. Tout est symbolique. La couronne d'épines, c'est pour couper le chakra coronal. Donc on vient mettre des épines pour le couper de sa connexion divine. La croix, on le coupe aussi de son canal divin, en fait. Et tout ça, c'est des symboles. Donc est-ce que ça s'est réellement passé? J'ai pas vraiment cette information, mais en fait, je capte tous les symboles qui sont derrière. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, depuis, on peut dire quand même que depuis quelques années, c'est un message qui est le message du Christ et même et de la Bible, il a été épuré. Et aujourd'hui, plusieurs personnes qui s'expriment ou qui écrivent ont réussi à ressortir la substantique moelle de ce message. Et est-ce que justement, c'est pas une inversion de la courbe, justement, ça sort de l'Église pour que ce message, est-ce qu'il n'est pas en train depuis quelque temps et peut-être de plus en plus Alors justement, ça rejoint encore, hein, c'est marrant parce que ça évolue. Chaque question reprend vraiment ce qui m'est envoyé juste avant et que je n'ai peut-être pas bien exprimé. Voilà, le message, il est compréhensible pour tous et il est vraiment à interpréter. C'est ça qu'on me dit, c'est que ces symboles-là, il faut les intégrer à notre propre vécu.
Et effectivement, aujourd'hui, ça sort de la Bible et de la religiosité pour s'intégrer dans la vie de tous, pour être ressenti par tous. Et on me dit vraiment d'aller chercher la symbolique, comment ce message-là, il vient résonner avec ce que l'on vit chacun. Donc, ça rejoint l'idée aujourd'hui, tout le monde doit s'éveiller à cette énergie-là et plus le réserver à un certain type de personnes. Et d'ailleurs, ces personnes qui sont religieux ne sont pas réellement connectés à une vraie spiritualité profonde. Ils sont dans une croyance et un dogme mental. Est-ce que c'est pareil pour toutes les religions? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait faire la synthèse ou est-ce qu'il pourrait faire la synthèse des autres religions? Ben oui, les autres religions, c'est pareil. Il y a comme en fait, il y a cette idée que l'homme ne comprend pas en fait. Il vit des choses, il lit des textes. Il lit des textes, il apprend des textes par cœur, il se met dans des je sais pas comment le décrire, je ressens quelque chose de terne, Des carcans? ouais, voilà, dans des croyances en fait qui l'enferment au lieu de le révéler. Et le message, encore une fois, hein, on le répète bien, c'est vraiment d'arrêter de réfléchir et de croire avec la tête et d'aller le chercher dans le cœur. Ne pas croire, mais avoir la foi. Mm. Et est-ce que c'est en train de changer? Alors, du coup, quelle est la perception de ce qui se passe? Alors, on me parle d'apocalypse et de révélation. C'est-à-dire que, alors je connais pas trop mes classiques. Dans la Bible, probablement que c'est exprimé justement la période que l'on vit aujourd'hui. Jésus, je crois qu'il me dit que c'est lui-même qui l'a annoncé que à un moment donné, il reviendrait sur la terre. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Il reviendrait sur la terre, mais en fait pas de chair et d'os. Il reviendrait dans le cœur des hommes. Et là, c'est l'époque, voilà, c'est l'époque de la révélation. Est-ce qu'il y a une religion qui est proche de la réalité du monde, monde invisible, de l'au-delà? Religion, je crois pas que le terme soit bon, parce que religion, ça fait tout de suite, ça me fait penser vraiment dans le mental, dans la tête, dans le savoir, la connaissance, voilà, donc qui n'est pas du tout dans le cœur. Ce que je revois encore, c'est c'est en nous, hein, les messages, et on est capable de les interpréter nous-mêmes. Hein. Il faut pas justement lire, croire, faire des prières ou des choses mécaniquement sans le vivre. Alors, je vois pas trop de messages par rapport aux autres religions. J'ai pas. Est-ce que nous, on a notre utilité avec ce qu'on fait là, maintenant? Oui, alors ça c'est justement, ça c'était au tout début, quand je voyais cette grande énergie enveloppante, et quand j'ai dit c'est pas un hasard, c'est c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a réellement un message aujourd'hui qui est important là, voilà, qui est important à délivrer, c'est que c'est à nous de changer le monde, c'est à nous de nous changer pour changer le monde. Arrêtons de nous tourner toujours vers l'extérieur et d'attendre qu'on vienne nous sauver, parce que vraiment là c'est maintenant et c'est possible de le faire par nous-mêmes aujourd'hui. J'ai une petite question, c'est peut-être un petit peu à côté. En 1917, il s'est passé quelque chose au Portugal. Quelque chose, Fatima. Voilà. Quelque chose qui est documenté et qui semble avoir été un message qui a été envoyé aux hommes à travers une manifestation céleste importante, documentée. Est-ce qu'il peut nous en dire quelque chose? Est-ce que dans l'avenir, il y aura d'autres manifestations de ce genre? Alors, il me dit que justement, les hommes, avant, entre son temps
et aujourd'hui étaient complètement déconnectés de leur intuition, pour la grande majorité en tout cas. Donc, certaines personnes qu'on peut appeler prophètes ou qu'on peut appeler saints avaient la possibilité de recevoir des messages. Mais là, c'est vraiment sur le point qu'on se reconnecte tous à ça. On nous envoie beaucoup d'énergies justement très puissantes, des énergies christiques, les énergies de Marie-Madeleine, les énergies de Marie. Et d'autres maîtres ascensionnés, enfin d'autres personnages comme ça que je n'arrive pas à percevoir. Beaucoup d'énergie très puissante pour qu'on se reconnecte. Et beaucoup de messages d'intuition sur ce que l'on doit faire maintenant par rapport à l'avenir. En fait, il y a des personnes qui voient des catastrophes ou qui voient des guerres ou qui peuvent prédire un petit peu, qui ont l'intuition de ce qui va se passer. Et on me dit que il faut vraiment écouter tous les messages qu'on reçoit parce que on va être guidé, chacun de nous va être guidé pour aller vers le bon endroit qui voilà, on me dit de faire confiance qu'on sera guidé sur le bon chemin. Et le secret du message, Fatima, est-ce qu'il peut nous le dire? Moi, je ne reçois pas grand-chose sur Fatima parce que je vois Marie. Je vois Marie, je vois des enfants. Non, c'est le même message. Il y a eu d'autres prophètes qui nous ont été envoyés depuis le Christ et qu'on n'aurait pas aperçus ou Qui nous ont échappé. qui nous ont échappé, oui, entre guillemets, c'est possible. Et il me dit qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens reçoivent des messages. Et en fait, il me dit aussi que tout est bon. Ça, c'est intéressant. Il me dit que tous les messages sont bons. Alors, parce que même quand ça peut paraître... je sais pas, je vois comme si on disait c'est pas des anges, mais ça serait plutôt des entités négatives. Le message est bon quand même parce qu'il va déclencher quelque chose quand même qui de toute façon sera bon parce que le monde se dirige de toute façon sur le bon chemin. Il y a plus de connexion. Ah oui, là oui. Et c'est grâce aussi à vraiment quand même, il y a quand même cette espèce d'énergie qui entoure la Terre, donc une énergie qu'on nous envoie quand même. Après, à nous de la saisir, et elle est vraiment... Donc il n'y aurait plus besoin d'individus particuliers pour percevoir les messages. Aujourd'hui, on serait de plus en plus capable de ressentir les personnes. C'est ça, de percevoir. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Aimez-vous les uns les autres. Oui. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que le mal, l'enfer, les démons, tels qu'on nous les présente, ils existent vraiment? Là, c'est un peu voilà, ça rejoint encore une fois ce que je recevais, c'est-à-dire que on peut considérer que ça existe, mais la finalité de l'univers, c'est toujours d'aller vers le mieux. Donc, une chose qui peut sembler négative qui se passe, en fait, elle a des effets positifs sur le futur. Tout ce qui peut, voilà, même quand on vit une expérience négative ou qu'on peut être en contact avec des entités négatives, ça va déclencher quelque chose qui va dans le but et dans la marche de l'univers. La marche de l'univers, c'est d'aller vers toujours le mieux et l'évolution du mieux. Enfin, Elle est écrite, la marche de l'univers? Déjà? alors ça sera peut-être plus ma perception aussi qui rentre en compte. Parce que j'ai déjà une grande perception sur cette question-là. Donc, je vais essayer de ne pas déformer le message. Oui. Alors moi j'ai une perception justement qui est de l'ordre de oui, tout est écrit. Ça c'est ma perception. Et puis là on vient un petit peu me dire non, tout n'est pas écrit, tu peux changer ici et maintenant les choses. Non.
C'est rassurant. Ça rassure, ça rejoint ce qu'on pense. Ça revient, voilà. Ouais, je pense mais non, mais c'est romantique qu'on a eu beaucoup de discussions Oui. tous les deux sur ce sujet-là. C'est un sujet récurrent entre croit- Laurent Jacques et moi. Et on croit au libre arbitre. Et même avec Cyril, d'ailleurs. On croit au libre arbitre, même si il est guidé. Voilà. Voilà, c'était notre conclusion. Donc, Et ouais. peut-être qu'on pense qu'il y a quelques étapes auxquelles on ne peut pas couper. Voilà. Voilà. C'est pas ma perception, mais encore une fois, là, ça sera pas Jésus qui va répondre. Donc, On peut peut-être remercier. Bah oui. Évidemment. On va remercier le Christ. On essaiera de le remercier tous les jours. Après, Ouais. c'est un Bah peu, oui. C'est de ça, nous aider. gratitude, c'est l'énergie qu'il faut vraiment avoir pour tout. Ça me revient encore, voilà. Même malgré les expériences négatives, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut vivre de très difficile, être en gratitude parce que tout ça nous amène vers le mieux. Voilà, toutes les expériences négatives sont un nettoyage, sont une avancée, sont une progression. Et il faut remercier vraiment cette énergie de gratitude, c'est la base pour asseoir cette énergie chrétienne. Bon, c'est super positif et optimiste. Oui, quand même. Ouais, d'avoir de la gratitude, même dans les Complètement. valeurs, c'est important. C'est ça, oui. Complètement. Mais c'est ça, et justement quand Mais C'est dur. ce serait simple. Hein, pour moi. cette histoire de crucifixion, toutes ces choses extrêmement douloureuses que Jésus a vécues, n'ont été pour lui que le chemin de l'illumination, en quelque sorte. Donc il faut remercier quand on vit ce genre d'expérience. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ben on peut boire à la santé de Jésus-Christ. Ouais. C'est mis de la vodka. Oui, oui, ben évidemment, comme d'habitude. Hein. Mais- Merci beaucoup. Oui, donc je retiendrai le fait que tu aies dit que Marie-Madeleine était sa femme. Bon, c'est pas ce que je... Enfin, moi, je retenais le symbole Marie-Madeleine, donc c'est tout à fait possible. Hein. Après, on sait que ce personnage déjà a évolué historiquement, puisqu'à partir du Moyen-Âge, c'est la prostituée repentie. Mais avant, à l'époque romaine, en fait, parce que dans la culture gréco-romaine, ce que peu de gens savent, c'est que la place de la femme, elle est très très particulière. Hein, c'est vraiment une société où on oppose en fait la mère de famille. La mère de famille, c'est celle qui a des enfants, qui enfante, mais elle n'a pas vraiment de vie sexuelle en dehors de la mère de famille, et parce qu'il y a beaucoup d'esclaves. Et les maîtres de maison ont des rapports sexuels fréquents avec les esclaves. Moi, ce que je retenais comme symbole fort du début de cette religion, effectivement, d'avoir associé au pied de la croix à égalité la mère de famille, donc la Sainte Nitouche, hein, et l'esclave, qui évidemment n'est pas maître de son corps, donc évidemment qu'il y a des relations sexuelles avec le maître de maison, voilà. Pour moi, c'était ce symbole-là, et puis ensuite le symbole, évidemment, au Moyen-Âge, un peu plus... C'est la mère et la femme. Hein. Moi, au départ, c'est le mère Alors, et la ça femme. peut être mère et femme aussi. C'est le Moyen-Âge qui l'a transformé. Voilà. C'est les deux symboles. Moi, je me posais la question, c'est pour ça que j'ai une réponse. Je sais qu'après, c'est au Moyen-Âge qu'on transforme, et que Marie-Madeleine devient la prostituée repentie, mais c'est... Toutes les femmes deviennent néfastes d'ailleurs au Moyen-Âge. Hein. Ouais. Oui. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est un... Bon, je note ça également. Alors, ce que je voudrais préciser quand même, parce que ça me semble important, c'est que quand j'ai dit que c'était sa femme, je le voyais pas forcément dans la matière. Je veux dire, je voyais pas, moi, ce qui se passait réellement dans la vie matérielle. Je voyais un couple divin, c'est-à-dire une union divine. Là, je les vois tous les deux unis en couple divin, avec justement des enfants incarnés sur Terre, donc au niveau de l'âme. Mais ça ne veut pas forcément dire que dans la matière, ils étaient mariés et femmes. Ça, je sais pas cette information. Non, c'est intéressant. Voilà. Je peux, enfin, du coup, on peut rajouter que dans les rouleaux les manuscrits de la Mère morte, c'est ce qui est écrit, hein, quand même, que c'est sa femme. Hein, Oui, donc, voilà. c'était quand même des textes sacrés qui n'étaient pas intégrés dans la Bible, mais dans les rouleaux qui ont été découverts, c'est clair que c'était qu'ils étaient ensemble après. On ne rentre pas dans les Non, voilà.
Mais en tout cas, Mais moi, Bon, j'avais- pardon, j'avais mais très peu c'est de- l'idée justement de cet équilibre du yin et du yang, Tout à fait. Ouais. C'est deux du énergies masculin, créatrices. féminin, voilà. Deux énergies créatrices très fortes, le féminin et le masculin, et moi je les vois vraiment à cette échelle-là, à l'échelle vraiment de l'énergie et de l'âme, et j'avais très peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé dans la matière. d'accord. Et Marie, tu l'avais aussi Non, j'ai pas réussi. Quand on a parlé de Fatima, je ressentais l'énergie de de Marie. Marie, mais uniquement quand on a parlé de Fatima. Ouais. D'accord. Là, ça fait déjà une grosse énergie avec Jésus. Et Ouais, c'est Marie, assez ça égoïste, ça- en fait. Tu vois, on est tout Ah, bah, là, La totale. canaliser les deux. Allez, vas-y. Alors, justement, je peux faire une petite précision par rapport à ça, c'est que j'avais l'impression que l'énergie de Marie et de Marie-Madeleine, c'était peut-être une seule et même énergie. C'est-à-dire que la femme est à la fois la mère, c'est vraiment dans l'énergie, Féminin. Non, le voilà, féminin. l'énergie du féminin. Donc, j'ai pas vu vraiment de distinction. Bon, après, d'autres personnes voient peut-être différemment, mais moi, j'ai pas vu vraiment de distinction entre Marie et Marie-Madeleine au niveau énergie. Mais alors, voilà, mais c'est là où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire que une certaine analyse, mais qui est personnelle, c'est qu'effectivement, on a, parce que je connais bien, parce que c'est ma spécialité, je connais bien l'Antiquité gréco-romaine, et ça m'a toujours troublé de voir associer au pied de la croix deux femmes qui représentent les deux pans de la société, puisque la mère de famille et celle avec qui on s'amuse. Et ça, c'est parce qu'on a toujours accusé, d'ailleurs, on dit toujours, ah, c'est la vieille mentalité judéo-chrétienne, mais en fait, non, c'est gréco-romaine. Le judéo-chrétien n'a repris que les codes gréco-romains sur cette question-là, de la sexualité, des tabous, etc. Mais Voilà. je suis- Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est deux moitiés de quelque chose de complémentaire, en fait. C'est ça, c'est comme ça D'accord, que j'ai ok. ressenti. Oui. Voilà. Enfin, si je ne me trompe, les représentations de la croix et de la crucifixion, et on les a qu'à partir du XIVe siècle, avant il n'y a rien. 12e, bah, peut-être le 12e. À l'époque romaine, on n'a rien. Non, on n'a pas la croix. On n'a pas la on croix. a On n'a aucune pas la croix, c'est le représentation signe de- du poisson, on n'a pas la Ah, croix. ouais, d'accord. On n'a pas la croix. La représentation- C'est un peu tardif, la Toute la croix. oui, oui. représentation de Ah, la vous me crucifixion, l'apprenez, hein. c'est le. Ouais, ouais. Non, c'est un peu plus tard. Oui, c'est décalé. C'est peut-être pas au Moyen Âge, mais c'est décalé. Oui, oui. Dans les premiers temps du christianisme, non. Ok. Voilà. Ben, on va faire une petite pause et on va passer après au prochain invité. Bah, là, du coup, pour l'instant, la salle est bien. Hein, on Voilà. peut dire que. Voilà, la salle, elle est bien. Là, on est bien sous la protection. Là. Voilà. Merci beaucoup. Amanda, prête pour tirer un deuxième nom dans ce petit bocal? Orwell. Ah. Ça fait plaisir, ça. Ah oui, je capte une énergie. Très visionnaire, très engagé, quelqu'un que son message est engagé. Voilà, qu'il a voulu écrire quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Bon, et qui est très actuel, à vrai dire. Hein. Alors, je crois que qu'il avait des informations
En fait, il avait des informations. Il tenait des informations de quelqu'un, je ne sais pas encore qui. Il tenait ou alors on lui a dicté ses informations, quelque chose comme ça. Peut-être si vous voulez poser des questions, on aura plus de... Par canalisation ou quelqu'un qui existait, un proche de lui? Quelqu'un de politique. Quelqu'un qui a influencé quelqu'un du domaine politique qui a influencé son discours, on va dire, son écriture. Est-ce qu'il a eu des visions? Est-ce qu'il a eu justement des prémonitions? Moi, je vois quelqu'un de visionnaire, donc oui, quand même quelque chose du domaine de l'intuitif, mais qui tient ses informations, en fait, d'une source politique. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt rebelle. Tu perçois l'énergie comment? Le personnage, est-ce Non, que tu moi le je perçois? vois Non. quelqu'un de très sérieux. Enfin, je ressens quelqu'un plutôt sérieux, engagé, donc qui a quand même des valeurs fortes. Mais des valeurs... Oui, il a des valeurs politiques engagées, mais c'est quelqu'un d'un peu austère ou sérieux. Est-ce qu'au moment où il écrivait on va zapper La ferme des animaux et passer à 84 directement, mais ouais, La ferme des animaux, c'est quand même, on pourrait en parler, mais 84, ça nous concerne plus. Quoique non. Critique de Staline. Oui, oui. Mais la question, c'est est-ce que donc du coup, il y avait déjà au moment où il écrit, justement, les prémices de ce qu'on allait vivre Ce que je ressens, je sais pas pourquoi on me montre ça, c'est qu'on lui a un peu dicté son discours, en quelque sorte. En fait, c'est pas lui qui a inventé tout ça, presque, ce serait quelqu'un d'autre qui serait à l'origine de... Comme s'il y avait une volonté politique déjà à l'époque d'aller... De nous avertir. C'est bien possible, oui, voilà, quelque chose comme ça, oui. Voilà, en fait, en quelque sorte, il aurait été... influencé ou même que quelqu'un d'autre est à l'origine de ces inventions. On peut pas avoir le nom de cette personne? Là, on tient le coupable, autrement. Quelqu'un qui a de l'influence. Je ne sais pas si c'est politique, mais quelqu'un qui a de l'influence et qui a des informations réelles, en fait. En fait, c'est comme quelque chose de codé. C'est comme quelque chose de codé. Ouais, en quelque sorte, un message codé, comme s'il nous retransmettait de manière codée des informations qu'il tient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de puissant et d'influent, qui a de grandes connaissances justement sur la politique et sur le monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'a pas écrites, justement, peut-être sur la finalité justement, de ce qu'on vit actuellement, dans 1984? Je me souviens plus comment ça finit. En fait, ce que je ressens, c'est que ce monde qu'il a retranscrit de manière un peu, comment dire, un peu exagérée. Ce que je ressens, c'est comme si pour lui, c'était ça le monde idéal. En fait. C'est ça dans son idéologie que je ressens. C'est qu'en fait, on pourrait penser à une caricature de quelque chose dont on ne veut pas, mais lui, il le voulait. C'était un peu le monde qu'il aurait souhaité. Ce qui nous fait peur à lui, en fait, c'était plutôt son monde idéal. Ce qui nous fait peur à nous. Enfin, de la personne qui le dicte. Ouais. Ah non, la personne qui dicte, pas d'Orwell. Ah oui. Oui, mais lui aussi, je le sens engagé. Je sens qu'il a une volonté du mal à... Ah oui. Lui, je le sens engagé politiquement. Donc, c'est codé, en fait. Il y a quelque chose qui est codé dans son message. Et sous couvert de caricature, en quelque sorte, il nous livre le monde idéal, peut-être voulu par cette source. Oui, d'accord. Donc, c'est un avertissement quand même. Est-ce que c'est un avertissement ou c'est... Enfin, Ou plutôt une préparation. ou une préparation? Ouais, c'est une préparation comme les films hollywoodiens.
C'est-à-dire que dans les films aussi, des films catastrophes, des films futuristes, on nous grossit le trait pour qu'on s'habitue quand même à certaines choses et que quand on les vit, elles nous paraissent moins terribles que ce qu'on a vu dans les films. Est-ce qu'il, de là-haut, il voit la finalité de ce qu'on vit dans notre période? Est-ce que c'est le tout transhumanisme, la surveillance à outrance? C'est une sorte de finalité logique d'un monde. En fait, c'est peut-être ça le code. C'est que c'est une finalité. En fait, c'est là où il était visionnaire, c'est que du monde dans lequel lui vivait ne pouvait découler que ce monde-là tel qu'il l'a décrit, en fait. Et d'où il est là maintenant, avec la hauteur qu'il a, est-ce qu'il se dit je me suis trompé ou au contraire on y va? Je vois pas vraiment d'avis. Non, c'est juste une suite logique. Il y a une espèce de fatalité que c'est. T'es inquiet, hein? Ouais. T'es inquiet, Ouais, T'es inquiet, hein? Moi, ça m'inquiète, moi, ça. Non, mais après, ça dépend de quelle Non, mais c'est partie de la suite logique. planète. Hein. Mais Selon lui, c'est la suite logique En de notre Chine, modèle de société. ils sont bien, hein, en Chine. Hein. Eh oui. Hein? Est-ce que, même si c'est une suite logique, est-ce qu'il y a moyen Il est inquiet. Non, mais écoute, la Chine, c'est. Alors, la même source. Georges parlait. La même source de l'époque, elle est encore vivante. Je ressens que cette volonté de l'époque est toujours vivante. Donc c'est pas forcément la même personne, mais c'est le même. c'est les Rothschild. C'est le même mouvement de pensée. Voilà, c'est le même mouvement de pensée qui dirige la société, qui crée la société à son image, et cette société, dans la logique qu'elle suit, elle ne peut finir que de la manière dont lui l'a décrite. Il croit au libre arbitre de là où il est? Est-ce qu'il a une réponse là-dessus? Parce qu'on en a eu tout à l'heure avec Jésus-Christ. Il croit au libre arbitre individuel, mais de manière... on parle beaucoup de société, comme s'il n'y avait pas d'individualité, justement, comme si les humains n'étaient pas des individus libres. Voilà, dans sa vision, c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment une société, comme les fourmis. Je sais pas, on me montre des images de gens très rangés, tac, 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 tout est bien organisé. Et les humains ne sont pas une individualité propre, ils sont comme un ensemble, quoi. Un ensemble, moi je vois vraiment un ensemble de personnes qui n'ont pas d'individualité et de volonté propre, et donc ils suivent cette volonté de cette source que j'arrive pas à définir bien, d'une volonté qui instaure cette société. De là-haut, qu'est-ce qu'il pense du film The Wall d'Alan Parker? Pourquoi? Parce que il y a des images où on voit les enfants qui ont été broyés par le système, éduqués et qui marchent et qui vont à l'abattoir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de comme s'il méprise un peu. Alors, je dis pas que c'est son âme, hein, son âme. Moi, je parle vraiment du personnage terrestre d'Orwell. Son âme, c'est autre chose, parce que maintenant, il est justement dans une compréhension haute. Et moi, là, je vois vraiment à son niveau terrestre. Il méprise l'humanité, il méprise les hommes et il les voit comme des fourmis un peu, voilà. Et de là-haut, là le George Orwell, mais de là-haut, est-ce qu'il a un peu plus de compassion maintenant pour les êtres humains? Mais en fait, il n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Il est plus dans ce personnage.
terrestre. Là, on est vraiment dans une énergie très terrestre, un personnage un peu austère qui aime pas les gens, il n'aime pas la société, il la trouve stupide. Donc pour lui, c'est presque mérité en fait ce qui nous arrive. Et parce qu'il fait vraiment le parallèle entre ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qu'il a décrit dans son livre. Donc c'est en ça qu'il avait une vision lointaine, visionnaire, mais presque on dirait qu'il jubile à cette idée-là en fait. Il aime c'est un peu ça, enfin pas sa société idéale, mais voilà, c'est tout ce qu'on mérite. C'est un peu ça que je reçois comme sensation. À la même époque, si je me trompe, il y avait Huxley qui se sont bien disputés. Si j'ai bonne mémoire, moi je sais plus, là, comme ça. Non, il est scientifique, il n'est pas littéraire. La question scientifique n'est pas littéraire. Alors, on va faire une question plus générale. Du coup, est-ce qu'à cette époque-là, ils étaient nombreux à penser comme lui et à voir cette... Ou est-ce que justement, il n'y avait pas d'autres voies qu'on aurait pu suivre? Alors, je ressens toujours cette influence extérieure, comme s'il avait accès à un milieu, une espèce d'élite ou un milieu politique, comme s'il avait accès, comme s'il était au courant de certaines choses. Et que c'est cette personne ou cette volonté qui façonne la société de l'époque et d'aujourd'hui. Mais il y a des similitudes avec ce qui se passait à l'époque au niveau politique. Justement, il y avait des volontés, justement. Je sais pas, je vois le communisme comme si on avait réduit les gens, on les réduit en esclavage à cette époque. On les coupe de leurs vraies préoccupations et on leur donne comme seule préoccupation de travailler, de défendre leur travail. On leur fait déjà à l'époque, on les emprisonne dans une vie d'ouvrier, quoi, de fourmis. Ouais, de fourmis, voilà, il y a cette volonté, voilà, de créer une société parfaite, un peu, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il a un message à nous Bah non, hein. Non, mais voilà, un dernier message à nous transmettre, peut-être. Non, mais ça ressemble bien à la Chine, tout ça. Hein. Oui, parce qu'en fait, en plus, la Chine, elle a un tournant à la fin des années 80, 90, qui conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Encore, on ne connaît pas tout. Moi, j'ai vu la Russie. Il ne me parle pas du tout de la Chine, en fait. Mais c'est le communisme aussi, la Russie. De la Russie, du communisme russe, d'une volonté qui viendrait plus. Quand je parle de cette source, elle est peut-être par là. Il s'est moqué pourtant des communistes. Ouais, mais je crois que c'était une façade. Enfin, c'était pas honnête. Voilà, il y a quelque chose comme si c'était pas honnête. Sa vraie vision, elle était plus dans le sens de cette société sous couvert de la critiquer et de la tourner en dérision. En fait, lui, il y adhérait. Il a validé. Ouais, voilà, c'est comme ça que je ressens. Ok, d'accord. Oui. J'espère qu'il a changé. Hein. De là-haut, il a pris de la complètement. Je ressens vraiment qu'on me replonge dans l'époque, en fait. Ouais. Je suis pas, maintenant. C'est intéressant du coup d'avoir cette vision-là. Ouais. Ouais, complètement. Rien à rajouter, Georges? Non. Ah non, rien à rajouter. Hein. Non. Malheureusement. Vous vous en sortirez. Ah, voilà. Merci, Georges. On attend qu'il soit parti avant de parler. Hein. Ouais. Bon. Ouais, avec un peu d'humour, quoi. Il y a une note d'humour. Ah non, mais c'est la vision de pas mal de nos dirigeants, capitaines d'industrie, ceux qui fréquentent le sommet Davos et autres, gens de genre. Hein. C'est ça que je ressens, le mépris, c'est ça. C'est en gros, vous méritez pas mieux. Ou alors vous bougez et vous sortez de là. C'est exactement ça, de toute façon. Non, mais c'est exactement ou alors ça. vous méritez pas mieux. Voilà, c'est un peu cette vision-là. Alors, je sais pas si on pourra peut-être couper au cas où, mais tu te rappelles plus de cette histoire de Huxley et Orwell? Parce qu'Orwell, il est très impliqué politiquement. Oui, mais je me souviens plus. Et ils se disputent sur des visions de société. Alors, du coup, j'ai plus du tout de mes références. Et Huxley, lui, dans ses bouquins,
dénoncer en disant attention, ça va nous arriver. Et alors du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, enfin ce qui a été dit en tout cas, sur le fait que lui, ça expliquerait leur dispute. Voilà, parce que lui, il pensait qu'on méritait pas mieux, en quelque sorte. Ouais, Ça, c'est voilà. vraiment ce que je ressens fort. Qui était un peu méprisant, quoi. Il veut bien le croire, en fait. Ouais, c'est pas. Oui, ça me paraît pas absurde. Mais en même temps, il est quand même à la base de tout. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on en fait, nous. C'est ce qu'on en fait nous, oui. Voilà, c'est Et pas ce que ça qui est lui, rigolo. voilà, Ouais, mais c'est- c'est toujours comme Ouais. ça, en fait. C'est ce qu'on en fait, nous, après coup. Mais c'est vrai que... Parce que même Matrix, hein, tu regardes Matrix, la SF, la majorité de la SF, ça vient de. Ouais. Mais je retiens, moi, l'idée que des films hollywoodiens qui nous préparent. Virus. Je voulais voir. Ouais, Les- les films les pandémies, catastrophes, les- voilà. Ça, le ça, le parallèle qu'il me C'est faisait, des c'était conditionnements. pour me dire, on continue de vous influencer de cette Bien sûr. manière-là. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais enfin, 84, ça fait peur. Ça peut pas. Enfin, c'est pas. Ça donne pas envie Ah, d'agir ça autant. dépend. Ah oui. Ça Ça donne dépend pas pour qui. envie. Ouais, Pour un capitaine, pour les Oui, gens du sommet de Davos, eux, ça leur fait pas peur, hein, c'est ça. Hein. puisque c'est eux, ils sont Tu au-dessus. citeras pas de nom, mais. Bah, j'aurais pas cité, là. Non, je dis non, j'ai failli, moi. Tout à Ah, l'heure. bah oui, t'as failli. T'as cité quelques banquiers. Mikado. T'as pas fait ça, t'as pas fait exprès. Bon, Bon, ben, merci on relira beaucoup. pas 84. Non, Merci beaucoup, Georges Ouais. Bourrel. Et voilà, ben, quand tu es prêt, on va retirer un autre petit papier. Ok. Alors, François Mitterrand. Ah, pas qui a mis ce papier, mais Tonton. 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 François Mitterrand. Alors, moi, le souvenir que j'en ai, j'étais très enfant, donc ça, c'est le président de mon enfance. Je vois quelqu'un de très intelligent et de très, ferme. De très, comment dire, qui tape du poing, quoi. Autoritaire. Autoritaire, voilà, autoritaire, oui. Autoritaire. Qui a l'air sympathique et tout ça, mais en vérité, est très campé sur ses positions. Très sûr de lui, très intelligent. Très assez individualiste, je dirais. Voilà, il a beaucoup, enfin, il est sûr de ce qu'il voulait, il a beaucoup fait les choses à sa façon, quoi. Ouais, très individuel, très nombriliste, enfin, je sais pas comment dire, très, ça tourne autour de lui, quoi. Égocentrique. Ouais, égocentrique, qui aime être le chef et le centre de l'attention, être le président, quoi, voilà, celui qui dirige, qui n'écoute pas, qui écoute pas les conseils, qui écoute pas, voilà, qui est très, voilà, très campé, c'est lui qui décide et voilà ce que je ressens là comme ça. Alors, j'ai une liste de doléances. Alors, commençons par la première question. Faut-il savoir cultiver l'indifférence pour gouverner? Alors, ouais, il y a quelque chose de l'ordre, c'est non seulement c'est moi qui décide, mais je fais quand même les choses pour moi. C'est-à-dire que je me fais toujours en sorte de bien me tirer d'une situation, quelque chose comme ça. Quitte à faire des entorses à la règle, on va dire quelque chose comme ça.
Donc un peu manipulateur, quoi, voilà, qui manipule les choses pour toujours les tourner à son avantage. Est-ce qu'il avait une vraie vision de l'Europe? C'était quoi sa vision de l'Europe? C'est l'instigateur. Alors, il y a je ressens toujours cette énergie un peu de mégalomanie, quoi. Donc la vision de l'Europe, c'était probablement la France, enfin, c'est comme ça que je ressens, hein, la France en tête, vraiment au sommet, la puissance de la France. Je vois pas quelque chose de vraiment humaniste ou dans le partage. Voilà, c'est quand même assez individualiste et en fait, c'est beaucoup dans le pouvoir, quoi. Voilà, je c'est comme ça. Donc, après, je connais absolument pas. Je me dis, je suis pas assez cultivée, hein, mais bon. En tout cas, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui fait les choses pour lui, avec sa vision, qui n'écoute pas tellement ce qu'on lui dit et qui a une envie de pouvoir, d'être au-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'il regrette qu'il l'aurait fait pendant ces septennats? Il en a fait 2, je crois. Et un troisième avec la cohabitation. 2. Non, 80, 88. Alors, tout ce qu'il regrette, c'est plus en lien avec sa vie privée et sa famille. Ouais, je vois des enfants, je vois des femmes, des gens qu'il a fait souffrir, en fait. Et ça, il regrette d'avoir trop mis de côté sa famille ou les gens qui l'aimaient, qu'il n'a pas été assez présent, qu'il n'a pas été assez aimant, qu'il était dur et sévère. Voilà, qu'il pensait qu'à lui. Est-ce qu'il consultait des médiums, des voyants, parce qu'il disait « je crois aux forces de l'esprit », c'est ça? Je crois que c'est plus sa phrase exactement, c'est « je crois aux forces de l'esprit », je crois. Et il était très intelligent et très très ouvert quand même, justement sur. Enfin, il était ouvert toujours dans ce but de tirer la couverture à lui. J'ai l'impression toujours aller chercher toutes les bonnes. Toutes les informations possibles pour que les choses tournent toujours en sa faveur. Et Il se sentait investi d'un pouvoir Ouais, mais sacré. toujours, voilà, je le vois quand même de manière très individualiste et non pas forcément pour le bien, d'une manière généreuse, quoi, voilà ce que je ressens. est-ce que ces décisions qu'il a prises pour gouverner la France, parfois ont été influencées par des voyants, des médiums? Toutes sortes. Oui, mais il pouvait se tourner vers toutes sortes de. Tout ce qui pouvait l'aider à prendre les décisions parce qu'il faisait des plans. Comme un peu un joueur d'échecs, quoi, qui fait des trucs, enfin voilà, il met des choses en place pour aller toujours dans une direction. Et c'est toujours la direction qui va lui l'emmener là où il veut. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, oui, il peut faire appel à des médiums, mais pas seulement. Il peut faire appel à toutes sortes de personnes qui peuvent le conseiller ou l'aider à mettre ce plan en marche. Est-ce qu'il peut nous donner une information, quelque chose qu'on ne connaît pas sur lui? Je suis désolé de prendre la parole, mais... Encore un enfant caché. Ouais. Peut-être. J'aurais parlé de Bérégovoy, moi. Après. Oui, bah oui. Hein. Quelque chose qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, mais j'ai vraiment le sentiment d'une déchirure affective. C'est-à-dire que sa vie, sa notoriété était tellement importante que auprès des gens de son entourage, il a fait des choses dont il n'est pas fier, dont il s'en veut, ou il a des remords sur la façon dont il a pu traiter certaines personnes.
parce qu'il dit, voilà, je pensais qu'à moi, quoi. Je pensais qu'à moi, et je prenais pas assez soin des autres. Est-ce que Bérégovoy fait partie de ces personnes envers lesquelles il s'est mal comporté? Bien, Bérégovoy. Beaucoup de gens ont payé des choses, ont payé le prix de ses décisions à lui. Il ne veut pas dire, si c'est vrai, Bérégovoy, Beaucoup de gens ont payé des listes. ouais, c'est une façon d'avouer, selon ton ressenti. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont payé. Il m'en dit pas plus. Je sens quelque chose de trouble. Ouais, je sens quelque chose de trouble par rapport à ce nom. Mais quelque chose bon, c'est bien plus large encore que ce qu'on imagine, voilà, que ce qu'on sait. C'est avec lui que tu captes, que tu canalises, et tu penses que c'est son énergie, ou tu penses que Alors, je sais pas, j'ai pas de dialogue, hein. J'ai pas de dialogue avec un personnage. C'est vraiment comme une masse d'informations à laquelle j'ai accès. Je ne vois pas forcément un personnage qui vient me parler et qui dialogue. J'ai des images, j'ai des ressentis corporels, j'ai comme des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Je vois beaucoup d'images de personnes, enfin, je vois des situations, etc. Mais j'ai pas un dialogue en face à face avec quelqu'un. Est-ce qu'il... Non, je voulais poser une question, mais je ne me souviens plus. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais préciser par rapport à ça, justement, parce que je viens de comprendre, les informations auxquelles j'ai pas accès, je crois, sont parce qu'elles ne sont pas connues du grand public. Donc, je peux pas les capter, parce que, en fait, ce qu'on croit, même si c'est faux, ça crée une masse d'informations à laquelle moi, je peux avoir accès. Comme des Voilà. égrégores. Hein. Donc, s'il y a des croyances, je peux aller m'y rattacher, mais ça ne sera pas forcément la vérité. C'est les croyances, en fait. Donc, voilà pourquoi des fois, j'ai pas accès. Si c'est un secret bien gardé et que personne n'en a, ben moi, je peux pas aller me rattacher à ce... c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as un dialogue avec lui, Non, ou non? Pas Tu n'as vraiment, pas de dialogue. pas vraiment. Donc, on Je peut sens pas des fois les capter. énergies quand même plus... Sur Orwell, je sentais son énergie plus proche de moi, ouais. D'accord. Alors là, pour je vais finir, peut-être, enfin, je sais pas, si on parle de la pyramide du Louvre, qui est son grand œuvre, qu'est-ce qui te vient comme... c'était quoi le désir? C'était quoi la volonté? Toujours des symboles cachés. Bon, il avait un grand cercle d'influence, hein. Il était dans un cercle fermé et il avait accès à des... Enfin, voilà, il avait accès à des sphères un peu fermées. Occulte? Occultes, ouais. Ouais. Pas très... Ben justement, toujours pas dans le lumineux, dans le généreux. Là, on est plutôt dans les individus, enfin, les gens individualistes, les égocentriques, ceux qui veulent le pouvoir, etc. Il était beaucoup dans ce cercle-là. Et du coup, il y a des symboles cachés, mais pas que à la pyramide, en fait, du Louvre. Il peut y avoir plein de symboliques cachés partout, sur cette emprise. C'était pas positif, alors. C'était pas tout ce qu'il a... Positif? Pour nous, en tout cas. Non, très individualiste. Non, c'est comme ça que je ressens. C'était pas son but, c'était pas de bien faire pour les gens. Et maintenant qu'il est là-haut, est-ce que il s'est expliqué
avec les personnes à qui il a fait du mal? Est-ce qu'ils se sont arrangés? Est-ce que là-haut, ils sont sur la même vibration, sur le même plan? C'est deux mondes complètement différents. La vie terrestre et la vie de l'âme, c'est à des années-lumière. Et comme pour Orwell, voilà, je sens qu'il y a l'énergie d'aujourd'hui est différente. Là, on parle vraiment du personnage, et du personnage tel qu'il était, mais aussi peut-être pas tel qu'on le percevait aussi. Voilà, moi, c'est ça que je vois. Donc l'âme, après, on est tous sur un pied d'égalité dans tout le monde, on va dire. Justement, l'individualisme, l'écocentrisme, tout ça n'existe plus. Et la souffrance n'existe plus, et la malveillance n'existe plus. Donc il n'a pas fait d'excuses une fois qu'il était là-haut, quoi. Ouais. Je suis curieux. Désolé. C'est pas nécessaire, en fait, parce que c'est pas le même monde. Ce qui se passe ici, c'est des choses qui doivent se passer, en fait. Chacun a son rôle à jouer. Voilà, une pièce de théâtre, un décor dans lequel on évolue, mais c'est pas la réalité, en fait. La réalité que nous on croit être la réalité, c'est un rêve, voilà, un décor dans lequel on évolue pour comprendre des choses, et chacun a son rôle, bon ou mauvais, et on a tous notre rôle. Dans l'au-delà, tout ça n'a plus aucune importance, en fait. C'est comme ça que je ressens. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de faire d'excuses, il n'y a pas besoin... C'est automatique, en fait. Quand on quitte ce monde, tout ce qu'on a été ici est balayé, comme quand on fait un rêve, un mauvais rêve. Est-ce qu'il a un petit œil quand même sur ce qu'on vit actuellement, ou pas du tout, parce qu'il en est vraiment détaché? En tant qu'âme, oui. En tant que personnage, c'est, encore une fois, j'ai cette histoire de continuité, de logique des choses. Voilà, il y a des choses qui doivent se passer, qui se mettent en place. Il y a des gens qui ont des rôles à jouer, et tout ça fait partie de... Il faut pas juger, en fait. Voilà, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut pas juger c'est bien ou mauvais, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que ça découle de certains événements, découle des tas de choses, quoi. Une vision un peu fataliste, quand même. Non. Si. Je trouve du positif là-dedans. Ah bon, d'accord. Bon, On va le remercier. on débriefera et Ouais. on le remercie alors. Hein. On va remercier. On va remercier. Merci François Mitterrand. Tonton. Est-ce que l'âme vit dans plusieurs plans? C'est Ouais. ça? Ouais. C'est ça que je comprends? Ouais. Elle vit dans en même plusieurs- temps, En même temps, en même temps, dans des des tas de... milliards de possibilités infinies. dans le futur et Dans- dans le passé. Non, mais dans des plans Oui. qui sont des plans des univers différents, en fait, qui sont emboîtés ou différents. Alors moi, comment je vois, c'est-à-dire qu'il y a comme des strates, des couches. Donc il y a des couches de conscience. Sur la partie terrestre, on a des consciences individuelles, mais ce sont des personnages. À un strate, donc quand on passe dans l'au-delà, on va être dans un niveau de conscience différent. On garde un peu cette individualité, mais plus on monte dans les dimensions ou dans les espèces de couches, et plus l'individualité s'étiole jusqu'à ce qu'on revienne vraiment à une source primordiale de laquelle, en fait, tous les personnages sont issus, quoi. Donc on est ici, on est des personnages qui pensons être individualistes, enfin individuels, mais plus on va monter en vibration et monter en énergie, et plus on va revenir à la source de tout. Et c'est la même source qui rêve tous ces personnages. D'accord. J'aime pas trop ça. Tu veux garder ton individualité. Bah, je veux garder mon individualité. Les ouais. cheveux Mais bleus. ce que je reçois là, c'est qu'elle se perd, en fait. Mais pas tout de suite. Si tu meurs, tu vas garder ton individualité un certain temps, un souvenir de toi qui va rester dans une couche, une des dimensions. Mais plus
plus ton âme et ta conscience s'élèvent et plus tu reviens à une source unique en fait, de laquelle on est tous issus et tout ce qui existe est issu de la même source. Et c'est pour ça que du coup, on peut avoir des échanges avec des énergies disparues parce elles restent à cet endroit-là, mais c'est juste la partie d'énergie qui s'est. C'est Qui ça, la correspondait à la réminiscence du personne, et puis personnage, au-dessus, elle peut après- rester toujours. Le personnage, en fait, il restera toujours, mais son âme, elle est déjà tellement loin et puis dans tellement de dimensions possibles. Donc, ce qu'on capte, c'est un vibration. personnage, une vibration qui a existé, mais qui est une toute petite parcelle de tout ce grand tout. Mais pour reprendre la question de Philippe, est-ce que cette âme globale, elle va se réincarner dans un autre personnage ici? Eh oui, Oui, elle l'est déjà dans Elle est déjà. plusieurs. Non, mais plusieurs dans d'autres univers, même sur Terre. Même sur Terre, ce que je ressens, c'est que une même énergie, une même âme, elle peut avoir plein d'incarnations en même temps sur la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être son âme à lui, alors là, c'est pas forcément la sienne, mais ce que je ressens, c'est que une âme, une conscience peut jouer plein de personnages en même temps sur la Terre. En même temps, pas forcément dans des temps différents. On peut même être à différents endroits sur la Terre en même temps. Ça te déplaît, ça, hein? Non, c'est pas mal. Non, après, est-ce que c'est ça, les âmes sœurs, les flammes jumelles, Les etc. familles Voilà, d'âmes. Les familles d'âmes. les familles d'âmes. Oui, mais J'en du entends coup- beaucoup parler dans mon émission de ça. La conscience, du coup, la conscience d'exister qu'on a là individuellement, c'est peut-être pas ce qui survit, en fait. Ouais. Mais il Non, faudrait, pas- Bah non. interroger une médium pour savoir où se trouvent nos autres bouts d'âme, si c'est possible. Bah, oui, parce qu'en fait, quand on a accès à nos vies antérieures, quand on fait peut-être des régressions d'hypnose, etc., on a accès à cette multidimensionnalité des... Enfin, moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'en fait, c'est une seule et même conscience qui crée tout. Là, on a l'impression qu'on est 4 personnes. En fait, on est tous issus de la même conscience qui crée une réalité. On est tous issus de la même conscience. Donc, mais plus on est dans la matière, plus on ressent cette séparation, cette individualité, et plus on monte en strate, et plus on se rend compte que c'est un seul et même personnage qui rêve tout, quoi. Enfin, un personnage, une seule et même conscience qui imagine tout, mais à tous les niveaux de dimension. Bah, oui. Bon, après, ça déplaît ou ça plaît, hein, mais bon. C'est une vidéo un peu... Mais c'est comme ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Amanda. Merci. Merci au public. Ah oui, il y a du public. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Amanda. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Merci, on vous écoute. À très vite. Évidemment, il faut que des personnes se prêtent et ce courage de se prêter à l'expérience, comme Amanda, et je te remercie encore. Donc, contactez-moi si vous avez envie de faire cette expérience. Ça sera avec plaisir de vous recevoir. Au revoir.